Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'AgriTV, bienvenue au débat. Le débat pour sa première édition est consacré à la coopération entre le Cameroun et l'Algérie, avec comme thématique centrale le machinisme agricole. Et convié à ce débat deux personnalités de choix. D'un côté, Madame Elissa Mban-Ekoutou, vice-présidente de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts, administratrice également de l'entreprise Agri-Food and Beverage. Bienvenue Madame. Bonjour et merci de m'accueillir ici. Face à vous, son Excellence Merzak Berdjaoui, ambassadeur de l'Algérie au Cameroun. Bienvenue Excellence. Bonjour, je vous remercie pour cette invitation. Je commence à devenir d'ailleurs un habitué, n'est-ce pas? Et il faudrait, je dois le dire ici, je dois le dire et le redire. Il faut multiplier un petit peu ce genre d'initiative parce que c'est comme ça qu'on peut véritablement se connaître. Parce que depuis mon arrivée ici, comme je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, on ne se connaît pas suffisamment. C'est ce genre d'initiative justement qui permettent à nos deux pays de se connaître mutuellement. Je vous remercie. Étant donné que vous avez la parole, Excellence, on a envie de vous demander comment se porte l'Algérie et l'état de la coopération entre votre pays et le Cameroun. Ben, écoutez, j'ai envie de vous dire d'emblée que l'Algérie se porte bien. Pourquoi je vous dis ça d'emblée? Parce que tout simplement, l'Algérie est en train véritablement de rattraper son retard technologique, n'est-ce pas? L'Algérie aujourd'hui est en voie de réindustrialisation, et non pas d'industrialisation, et de réindustrialisation, n'est-ce pas? Nous avons investi depuis l'an 2000, c'est-à-dire en 17 ans, plus de 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars, surtout dans l'infrastructure et pour réindustrialiser l'Algérie. Bon, aujourd'hui, nous avons véritablement atteint une vitesse de croisière qui nous permet de rentrer dans le groupe des pays qui sont en train véritablement d'émerger, n'est-ce pas? Moi, je donne la date pas de 2025 ou 2030 ou 2050, je vous dis à partir de 2019, l'Algérie aura un autre visage. Donc sur le plan économique, l'Algérie se porte très bien. Même s'il y a eu la crise économique et financière qui a touché l'ensemble de cette planète, nous avons pris nos précautions parce que nous avons appris les leçons de ce qui s'est passé dans les années 80, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'Algérie, c'est un pays qui n'a pas de dette. C'est l'un des rares pays au monde qui n'a pas de dette, n'est-ce pas? Nous avons réglé notre dette en 2006 par anticipation. Nous avons des réserves de change qui nous permettent d'aller de l'avant et qui nous permettent également de ne pas aller sur le marché financier international pour emprunter. La coopération avec le Cameroun, ce que je peux vous dire en deux mots. Avant, il y avait pratiquement presque aucun accord entre les deux pays. Tous les accords qui ont été signés dans les années 60 et 70 sont obsolètes. Aujourd'hui, nous avons 7 accords entre les deux pays. Il y en a un. Le premier qui a été signé, c'était dans la formation professionnelle, parce que pour nous, l'éducation, c'est la chose la plus importante pour assurer un développement économique d'un pays. Les autres sont en train de suivre dans le domaine des transports, dans le domaine des conventions commerciales. Nous avons également des conventions entre les chambres de commerce et j'aurai l'occasion de développer ça tout à l'heure. Pour revenir à vous, Madame Elissa Mban-Ekoutou, la Chambre d'agriculture, comment elle se porte? Quels sont quelques projets phares portés par votre institution? Écoutez, la Chambre d'agriculture est une chambre consulaire qui porte dans 4 secteurs pas mal de projets. Et je peux citer quelques projets phares, notamment, puisqu'on est sur le secteur du machinisme agricole, je peux citer le Salon international du machinisme agricole que la Chambre d'agriculture a organisé en 2015 et qui a été un succès, selon ceux qui ont pu exposer.
et qui est toujours l'un des projets phares de cette structure. Nous attendons la date pour la deuxième édition que nous allons organiser avec les professionnels du machinisme, notamment je pense au CNEMA, parce qu'au Cameroun nous avons une structure qui s'occupe de tout ce qui est mécanisation, donc il s'appelle le CNEMA. Sinon, nous avons développé autour de cette problématique du machinisme pas mal d'autres concepts qui sont nécessaires à la réussite du machinisme agricole, notamment le financement, parce qu'on s'est rendu compte que ça, c'est l'un des problèmes. Hein. Comment est-ce que nous finançons la machine que nous allons acheter? Donc, on nous a promis une banque agricole, bon, qui n'a pas vu le jour. Nous avons la banque des PME, heureusement, qui existe, qui est là, et la Chambre d'agriculture a initié donc la mise en place d'un établissement de microfinance pour justement pallier à ce problème. Sinon, nous avons entre autres activités, actuellement, des projets en cours, c'est la création des sociétés agroalimentaires, parce que, comme vous voyez, aujourd'hui, il y a l'émergence du Made in Cameroun, on recherche à valoriser nos produits du terroir, et vous aurez de plus en plus des opérateurs économiques qui veulent maintenant se lancer dans la transformation. Donc ça, c'est le troisième chantier que nous sommes en train d'engager à la Chambre d'agriculture, où justement nous avons besoin d'expertise, nous avons besoin de maîtriser les process alimentaires, les normes d'emballage, je crois des actions que l'Algérie a déjà commencé à maîtriser et que nous découvrons encore avec beaucoup de balbutiements dans notre pays. Le machinisme agricole étant le point focal de ce débat, on a envie de vous demander, Excellence Merzak Bedjaoui, quel est l'état des lieux de l'industrie du machinisme agricole en Algérie? Vous savez, pour le machinisme agricole, nous avons commencé dans les années 70. Parce que la politique algérienne de développement était basée sur une théorie, c'était la théorie des industries industrialisantes. Nous avons commencé par le fer et l'acier, c'est-à-dire la sidérurgie, n'est-ce pas, pour avoir du fer et de l'acier, pour développer par la suite l'industrie mécanique. C'est ce que nous avons fait déjà dans les années 70, ce qui fait qu'en Algérie, déjà dans les années 70, on faisait dans le machinisme agricole, on avait nos propres tracteurs, on avait des usines sur les moissonneuses-batteuses, etc., tous les instruments aratoires, tout ce dont le paysan a besoin pour mécaniser son agriculture, pour sortir un petit peu les instruments aratoires traditionnels, etc., qui ne peuvent pas donner un grand rendement. Un grand rendement, n'est-ce pas? Même si à l'époque en Algérie, on avait un gros problème qui se posait, c'est le problème de l'eau. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, c'est un pays semi-aride. Donc on a développé véritablement une grande politique de l'eau qui nous a permis aujourd'hui de régler pratiquement ce problème-là, puisqu'il y a un grand investissement qui a été fait dans le secteur de l'eau, puisqu'il y a eu 23 milliards de dollars qui ont été investis. Nous avons construit des barrages, nous avons dessalé l'eau de mer, nous avons construit des dizaines et des dizaines de stations de traitement des eaux usées. C'est-à-dire, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on ne peut pas parler d'agriculture s'il n'y a pas d'eau. N'est-ce pas? L'agriculture, si elle n'est pas irriguée, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas aller loin dans vos rendements. Donc le machinisme agricole, il faudrait le coupler à la problématique de l'eau. Donc nous avons développé véritablement ce machinisme agricole dans les années 70, et là nous avons fabriqué toute une gamme, n'est-ce pas, de machines agricoles qui ont été injectées, bien entendu, dans ce secteur-là. Malheureusement, dans les années 80, on a connu une crise économique qui a touché l'ensemble du monde à l'époque et qui a fait que cette industrie, malheureusement, a régressé. Faute de moyens financiers, on ne pouvait pas plus aller de l'avant. Aujourd'hui, les choses, enfin depuis l'an 2000, n'est-ce pas, donc la situation a été, sur le plan financier, a été maîtrisée, ce qui fait que nous avons axé véritablement notre politique de développement de l'agriculture sur le machinisme agricole, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous produisons toute une gamme de tracteurs, d'instruments aratoires, comment dirais-je,
moissonneuses-batteuses que nous destinons à l'exportation. Donc l'Algérie s'invite et nous avons déjà commencé l'exportation. Nous exportons même en Europe. Vous pouvez imaginer, on exporte en Europe, on exporte en Russie, on exporte en Égypte, en Arabie Saoudite, en Afrique du Sud. Je pense particulièrement aux moissonneuses-batteuses et puis les autres également. Pas encore au Cameroun. Nous sommes en train de voir un petit peu comment développer cela avec nos amis camerounais. D'ailleurs, il y a une délégation de l'entreprise, le président directeur général de l'entreprise qui fabrique ce genre d'engin sera présent ici à Yaoundé à partir du 28 juin jusqu'au 30 juin. Et nous avons également une délégation de la Chambre de commerce qui va venir bientôt ici au Cameroun pour signer une convention avec la Chambre de commerce. Et là, c'est toutes les filières qui sont véritablement concernées. Donc, des opérateurs économiques algériens vont venir ici pour signer donc une convention. En attendant, bien sûr, le lancement de la grande commission mixte économique entre l'Algérie et le Cameroun, qui ne s'est pas réunie malheureusement depuis 1986, n'est-ce pas? Aujourd'hui, bon, la décision a été prise d'en fixer la date, n'est-ce pas? Donc nous allons fixer la date. Et c'est à partir de la tenue de cette grande commission mixte, véritablement, que les choses se mettront sur les rails. Ça permettra aux opérateurs économiques, publics ou privés, on ne fait pas de distinguo, de se rencontrer chacun dans sa filière pour essayer donc d'avancer et de booster cette coopération avec d'autres pays, parce qu'en Algérie, je vous le dis, je l'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le dire, je le redis ici aujourd'hui devant vous, nous considérons le Cameroun comme un pays pivot dans la région CEMAC, n'est-ce pas? Et à partir du Cameroun, on peut travailler ensemble pour aller vers les autres pays de la région CEMAC. Alors, Madame Brinkoutou, pour vous qui êtes pleinement investie dans l'agriculture, de par vos fonctions en tant que chef d'entreprise, quel est l'état des besoins? Quel est l'état du machinisme agricole dans certaines filières, par exemple? Déjà, je suis heureuse d'apprendre par la voie d'excellence que l'Algérie déjà produit des machines. Je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas eu d'offre dans ce sens-là, parce qu'il ne me souvient pas avoir reçu un jour un opérateur économique dans les machines agricoles produites en Algérie. Donc je serais bien curieuse de savoir s'ils exportent en Europe. Est-ce que, j'imagine que donc les normes sont là, mais est-ce que le prix aussi est là? Est-ce qu'il est accessible pour le marché camerounais? Ça, c'est une première question que je pourrais renvoyer à Monsieur l'ambassadeur. Mais l'état des besoins est énorme parce que nous sommes encore dans une agriculture très artisanale. Hein. Ça, il faut se dire des vérités. L'agriculture de seconde génération telle qu'elle nous a été expliquée dans le Vision 2035, telle qu'elle est promue par le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, c'est de véritablement nous engager vers une agriculture de seconde génération. Ça veut dire laisser là où est la machette pour aller mécaniser. Or, dans ce volume-là, à la Chambre d'agriculture, nous avons les petits producteurs, parce qu'on commence à les recenser à partir d'un quart d'hectare. Donc là, on considère déjà que c'est l'agriculture familiale. Et quels sont les besoins? Les besoins sont des petits équipements pour commencer à être un peu autonome. Je pense aux motobineuses, je pense aux motoculteurs, des petites choses comme ça. Donc ça, c'est déjà les besoins au niveau de la production. Maintenant, vous avez les structures, les groupes qui sont de moyenne importance. Donc on va commencer 2, 5 hectares, 10 hectares. Eux, ils peuvent aller sur le motoculteur ou peut-être un petit tracteur. Ça, c'est faisable. Et puis vous avez des grands groupes qui ont des gros besoins parce que là, ce sont des exploitations qui partent de 1000 hectares à plus de 10 000. Donc vous voyez qu'à la Chambre d'agriculture, on ne va pas recenser des besoins par... on n'a pas des besoins généralisés. En fait, c'est en fonction de l'importance de l'exploitation. Maintenant, malheureusement, au niveau local, on a des difficultés
avec tout ce qui est équipement agricole. C'est que vous allez commander une machine, qu'elle vient d'Italie, de France, ou je vais dire d'Algérie, on aura un problème de service après-vente. Parce que tant qu'il n'y a pas une représentation locale, tant qu'une entreprise ne dit pas « je viens m'installer à Yaoundé ou à Douala », je mets des machines en exposition, j'assure le service après-vente. Les producteurs seront toujours dans le doute de commander une machine. Parce que c'est facile de commander une machine, mais il y a l'entretien derrière. Et par moment, on se retrouve avec des machines qui dorment dans des fermes ou des garages parce qu'il a manqué une pièce de rechange. Nous avons également des difficultés sur les... Vous savez, l'Europe, les États-Unis, tous ces pays industrialisés bougent vite. Vous avez des marques qui aujourd'hui sont valables de 0 à 5 ans ou 10 ans ou 20 ans. Après 20 ans, elles changent le système, elles améliorent le système technologique. Du coup, quand vous importez cette machine, vous vous retrouvez avec une machine dont le fournisseur, la maison mère, a fermé. Donc, ça crée pour nous beaucoup de difficultés. Donc, je pense que l'offre qui sera disponible au Cameroun, si jamais une entreprise s'installe et propose le service après-vente, je crois que la porte est grandement ouverte. Malheureusement, nous avons affaire à du matériel chinois ou indien, ce qui n'est pas péjoratif de ma part, mais qui ont des limites, parce que nous sommes sur des sols primaires, nous ne sommes pas sur des sols secondaires ou tertiaires. J'ai visité l'Inde, c'est des sols qui ont été vraiment travaillés, et par exemple, les Sonalika que nous avons reçus, ici au Cameroun, fonctionnent très bien en Inde, dans les zones agricoles. Mais quand vous arrivez avec notre nature qui est encore primaire, il nous faut plutôt du matériel robuste. Donc, effectivement, il y a encore des couacs à ce niveau-là qu'il faut, à mon sens, résoudre. Excellence, face à ce que dit Madame Ekoutou, est-ce que vous avez, en termes de perspective, vos entrepreneurs du secteur du machinisme, certains qui entendent véritablement s'installer, parce que le tout n'est pas parfois de commander, peut-être d'installer même des usines de fabrication au niveau local, question que à la fois la main-d'œuvre, des pièces de rechange puissent être disponibles à terme. Ça c'est clair, je comprends un petit peu les préoccupations de Madame la Présidente, nous sommes passés par là. Nous aussi, nous sommes passés par là. Ce qu'elle vient de dire, j'ai un peu l'impression que c'est un peu l'expérience algérienne, absolument. Nous sommes passés par là, sauf que peut-être on est parti un petit peu beaucoup plus tôt que vous, n'est-ce pas? Notre politique, elle est globale et générale, n'est-ce pas? Quand je dis que l'Algérie considère le Cameroun comme un pays pivot, c'est parce que tout simplement nous avons une politique globale et générale, n'est-ce pas? Pourquoi je dis cela? Il vous souvient que l'Algérie a organisé un premier forum d'affaires et d'investissement du 3 au 5 décembre 2016. 2016, c'est le premier forum Algérie-Afrique. Bah, nous sommes en Afrique, l'Algérie. C'est le seul pays en Afrique qui a organisé un forum d'une telle envergure, n'est-ce pas? D'ailleurs, nous avons reçu 30 opérateurs économiques camerounais, toutes filières confondues, qui étaient présents. Quand je dis toutes filières confondues, je pense à l'énergie nouvelle et renouvelable, les panneaux solaires, l'électricité, c'est très important dans l'agriculture. Si un agriculteur n'a pas d'électricité, il ne peut pas faire grand-chose, n'est-ce pas? C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu de l'eau. Donc nous avons une politique globale et générale, parce que si vous parlez d'agriculture, il n'y a pas de transport, vous n'allez pas loin. Et s'il n'y a pas de route, vous n'allez pas loin. L'Algérie a une politique globale et générale. Pourquoi je dis ça? Nous sommes en train de développer le transport terrestre. Nous avons construit une transsaharienne qui arrive jusqu'à la frontière avec le Niger. Et l'Algérie, l'entreprise algérienne, est en train de construire une route vers le Niger, vers Niamey et N'Djamena. Si vous êtes à N'Djamena, vous êtes au Cameroun, n'est-ce pas? Si vous recevez une marchandise dans un port à Alger, ou celui qui est en train de se construire à 100 km à l'ouest d'Alger, ce sera d'ailleurs le plus grand port en Méditerranée, vous avez votre marchandise pratiquement presque une semaine, 10 jours après, chez vous, rendue à la maison. Nous allons développer également le transport aérien, puisque nous allons ouvrir, à partir peut-être de l'année prochaine, une ligne aérienne sur Douala-Yaoundé. Nous sommes en train de développer le transport maritime. Et donc, le problème, justement, de
de la pièce détachée et du service après-vente. Nous, ce que nous voulons, tout d'abord, au départ, c'est assurer la formation. Parce que même si vous avez un tracteur, même s'il y a un service après-vente, si vous n'avez pas là des gens formés pour utiliser cette machine, vous allez avoir des problèmes. Donc nous travaillons beaucoup avec nos amis camerounais dans ce domaine-là, puisque dans le domaine de la formation professionnelle, nous avons signé un accord en 2015 déjà, et l'Algérie a formé plus de 800 boursiers camerounais. Ils ont été toutes filières confondues, en médecine, la formation professionnelle, y compris des techniciens, absolument. La robotique, etc., etc. C'est une gamme très, très, très variée, n'est-ce pas? Et là, moi, j'ai beaucoup de plaisir à les rencontrer dans beaucoup d'institutions, dans le domaine du pétrole, la pétrochimie, etc. Moi, je rencontre pratiquement, je dirais pas tous les jours, mais presque. Nous en avons formé. Et cette année, nous avons fait très fort, puisqu'on vous a accordé 99 bourses d'études. Nous avons pris 99 boursiers camerounais qui sont en formation aujourd'hui en Algérie. Il n'y a pas un pays accrédité ici qui fait plus que l'Algérie dans ce domaine. Donc la formation, elle est très importante. Ce que nous souhaitons faire également, présenter bien sûr notre matériel, former les gens pour pouvoir l'utiliser, même si un certain nombre d'instruments agricoles ne nécessitent pas une très très grande formation pour l'utiliser ou pour le préserver, parce qu'il faut l'entretenir, parce que l'entretien également du matériel est très important. Nous avons l'intention d'ouvrir des showrooms ici, n'est-ce pas? Nous avons l'intention d'ouvrir des bureaux de représentation également ici à Yaoundé. Bon, les choses ont pris un petit peu du retard, parce que tout simplement, il faudrait balayer véritablement et baliser le terrain. Nous sommes en train de penser à l'ouverture d'une banque, ici, pour accompagner justement. Donc vous avez le transport maritime, aérien, la banque, etc., qui est là pour financer les projets. Et nous avons, parce que vous savez, quand vous exportez un matériel, si vous n'assurez pas le service après-vente, personne ne viendra vous racheter une deuxième fois. On achètera une fois, mais pas une deuxième fois. Et donc la question qui est posée, c'est une question, je suis très à l'aise pour lui répondre, parce que nous sommes tout simplement passés par là. Et avant de commencer cette émission, je lui parlais d'une certaine industrie où l'Algérie exige d'avoir au moins 65% de taux d'intégration sur 5 ans, n'est-ce pas? Parce que demain, si vous allez acheter du matériel algérien, oui, n'est-ce pas, la formation, l'entretien, etc., et même la fabrication in situ des pièces qui rentrent dans cet engin-là, il faut qu'elles soient fabriquées sur place. Il faut qu'ils soient fabriqués sur place pour avoir un embryon. Nous sommes en train de travailler avec nos amis camerounais dans un autre domaine que je ne citerai pas ici, parce que bon, les choses n'ont pas encore véritablement évolué. Donc je comprends aisément ce qu'elle vient de dire, et je la rejoins totalement. Alors, madame, bon, pour vous qui avez parcouru beaucoup de pays, vous avez évoqué tout à l'heure la différence des sols, par exemple avec l'Inde. On sait que l'Algérie est un pays saharien. Est-ce qu'il ne faudra pas une adaptation de ces machines, une tropicalisation de ces machines au sol camerounais? C'est vrai que la patrie septentrionale, elle est sud Cameroun. Est-ce que ces machines-là pourront aisément s'adapter? Je vais vous répondre facilement. La partie sud Cameroun est très forestière, donc on n'ira rien mécaniser là-bas, c'est sûr, parce que ce serait un suicide pour quelqu'un de s'investir sur ce type de sol. Nous avons des arbres, nous avons des racines, c'est pas évident. Ce sont des espaces un peu vallonnés, donc pour mécaniser, il faut des terrains plats. Donc voilà, en plus on a des sols un peu acides, voire même pratiquement soit argileux, soit... Donc avant d'aller mécaniser, je ne suis pas vraiment technicienne, mais comme j'emploie des techniciens, vous avez d'abord l'étude du sol, qui est très important. Ensuite, pour mécaniser, il est souvent recommandé d'aller dans des zones de savane ou dans des zones sahéliennes, donc elle s'y prête très bien. Sur les zones sahéliennes, son Excellence a parlé d'irrigation, donc ça c'est une
une des priorités, hein, maintenant avec les changements climatiques, quelle que soit la zone où vous soyez, si vous n'irriguez pas, vous allez perdre votre production. Mais mécaniser, il faut savoir ce qu'on va mécaniser. Ça dépend des spéculations, ça dépend des rendements attendus, ça dépend de l'organisation de ce que vous mettez en place. Donc c'est très très vaste. Le Cameroun est une petite Afrique en miniature où on a vraiment soit d'un côté des montagnes, soit un sol sablonneux, soit une bonne terre fertile comme à l'est et un peu des zones du centre. Donc tout dépend de l'emplacement où on se situe, tout dépend de ce qu'on veut mettre en place comme spéculation. Et à partir de là, on peut savoir s'il faut mécaniser ou pas. Mais personne n'ira jamais vous couper des hectares de forêt pour dire qu'il va mécaniser parce que ça va coûter extrêmement cher. Et il faut qu'il soit sûr que ce soit un projet rentable. Vous savez, faire l'agriculture, c'est d'abord un business. C'est pas, voilà, on ne le fait pas parce qu'on s'ennuie. Ça doit être d'abord une affaire rentable. Et tout ça, ça se calcule. Est-ce que vous qui êtes engagé dans ce secteur, est-ce qu'il y a un écho favorable du côté de l'État? Il y a un besoin criant en matière d'acquisition de machines. Le gouvernement a lancé il y a quelques années le projet d'industrie d'une usine de transformation, de production de tracteurs qui semble-t-il est en berne. Est-ce que l'État est sensible à ce discours d'accentuer l'acquisition des machines, la mécanisation? Il faut que je rappelle d'abord le rôle de la Chambre consulaire. Nous sommes des opérateurs économiques. C'est vrai qu'elle est gérée sous deux formes, c'est-à-dire que nous avons l'administration qui nous accompagne et nous avons des tutelles. Alors, quel est notre rôle? Notre rôle est d'abord la représentation, hein, mais aussi des plaidoyers. Si nous disons au gouvernement nous avons besoin de tracteurs de tel et tel type, le gouvernement prend donc les mesures qui s'imposent pour nous accompagner. Donc c'est de ça qu'il s'agit. L'usine des tracteurs d'Ebolova, par exemple, dans le cadre de la coopération entre le Cameroun et l'Inde, il a été précisé qu'il y avait des phases. La première phase était le montage sur place d'un certain nombre de tracteurs. Je ne peux pas remettre en cause les techniciens qui ont décidé de ces étapes. Ils ont dit on va monter 1000 tracteurs, on va former, on va entretenir, on va mettre dans les plantations et puis on va voir les difficultés et en deuxième étape, on va passer sur d'autres phases. Alors, les 1000 tracteurs qui sont arrivés ont été bien distribués par l'entremise du Minepat qui pilote ce projet avec le Minader. Mais on a eu des problèmes. Comme je vous disais, c'est que les mêmes tracteurs qui marchent bien en Inde ne marchent pas ici. C'est qu'on a des moteurs qui s'essoufflent au bout d'un moment parce qu'on a des sols primaires. Donc ça c'est la réalité du terrain. Maintenant, je ne suis pas là pour juger les feuilles de route du gouvernement. Il est évident qu'aujourd'hui, si nous voulons passer à une agriculture vraiment rentable, il faut qu'on s'occupe de régler un certain nombre de problèmes. Parce qu'ici, on parle de machines. Et on n'a pas abordé le problème de la semence. Vous comprenez? Même si j'ai une très belle machine, si je n'ai pas une semence de maïs dont le rendement escompté est valable, ça ne me servira à rien d'avoir ce beau tracteur. Parce que si mon maïs sur 1 hectare va me donner, disons si c'est mécanisé, on va compter dans les 12 à 15 hectares, plus de tonnes par hectare à l'hectare, là on a un problème. Alors qu'au Zimbabwe, vous êtes déjà à 28 tonnes l'hectare. En Italie, vous êtes à 40 tonnes l'hectare. Donc, il y a un problème. Si au Cameroun, en mécanisant, je ne peux pas avoir plus de 12 tonnes à l'hectare, il y a un problème de semences. Donc, c'est pour ça que je dis le machinisme, c'est un ensemble de préoccupations qu'il faut prendre dans sa globalité. Maintenant, si on ne parle que de l'outil mécanique, là, on a un deuxième pan dont on ne parle pas. On produit, mais on livre à qui? Nos industries aujourd'hui sont peut-être pour certaines un peu obsolètes, c'est-à-dire qu'elles ont été dimensionnées.
je parle de la transformation, elles ont été dimensionnées pour recevoir des produits ou des matières premières selon certaines normes. Or, ici, on va dire à nos producteurs, vous devez livrer les agro-industries, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans le DSCE. On dit assurer la sécurité alimentaire, bien. Deuxième étape, livrer nos agro-industries. Mais pour livrer ces agro-industries, il faut qu'elles aient des équipements adaptés à accueillir nos matières premières. Or, nos matières premières, je prends l'exemple tout bête de l'huile de palme. Si vous voulez livrer les structures qui transforment l'huile de palme raffinée aujourd'hui, vous ne pouvez pas livrer une huile de palme brute. Il y a une première transformation de cette huile, d'accord? C'est cette première transformation qu'ils vont récupérer pour en faire une deuxième, l'huile raffinée. Or, entre les producteurs et cette usine, il manque quelque chose au milieu. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on doit même apprêter, on doit savoir quel type d'industrie nous devons mettre en première, en deuxième étape pour livrer nos agro-industries. Ou alors, ces agro-industries, puisqu'elles ont les moyens, la confiance des banques, doivent savoir comment s'adapter aux matières premières brutes que nous avons pour livrer les agro-industries. Donc, je veux dire que si on parle rien que de la machine, c'est un pan qu'on va ouvrir et par filière, vous allez voir qu'il y a, des normes, il y a des besoins, il y a aussi des freins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons 35 à 65% de pertes post-récolte sur tout ce que nous faisons. Que ce soit la tomate, les céréales, etc. Nous ne savons même pas les conserver. Donc, il y a, si on ne parle que de la machine, je parle du marché local, je parle du marché local. Il y a le marché extérieur aussi qu'il faut envisager. Je n'ai pas envie de trop aborder le marché extérieur. Si on n'arrive pas à fournir le marché local, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille fournir le marché extérieur? Vous avez vu les chiffres d'importation au Cameroun. C'est effrayant. C'est en milliards. Ça veut dire que quelque part, il y a une rupture entre la matière première brute qui est produite et la transformation industrielle. Il y a quelque part un lien qui ne s'est pas encore fait. Mais est-ce que la mise en niveau, en termes de compétitivité sur le plan industriel, doit seulement se limiter au niveau du marché local, puisque nous sommes dans un marché ouvert aujourd'hui? Nous allons évoquer tout à l'heure la zone de libre-échange économique africaine. Peut-être qu'il faut envisager une mise à niveau à l'échelle peut-être même internationale. Oui, les mises à niveau ont été envisagées par le gouvernement. Ça s'est adressé à des entreprises particulières qui en ont fait la demande, d'accord? Pour être à niveau, il faut maîtriser les normes. On en est encore là. Je pense que peut-être à l'instar de l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc, hein, moi je vais regarder en bas, là en Afrique, aujourd'hui ils ont des entreprises qui ont suivi des process, il y a des normes, d'accord? Aujourd'hui vous ne pouvez pas demander à un consommateur de consommer un produit dont vous n'êtes pas sûr de l'emplacement où il a été produit, parce qu'il y a des normes de sécurité sanitaire. Ça c'est le b.a.-ba. Maintenant, tout ça demande de la formation. Son Excellence a parlé de formation et c'est là que je le rejoins. Aujourd'hui, l'échec des entreprises agroalimentaires au Cameroun, disons les petites et les moyennes, c'est quoi? C'est le manque d'un personnel formé. Si la main-d'œuvre n'est pas qualifiée pour vous transformer un yaourt aux normes, pour vous transformer un pâté aux normes, et qui va vous consommer ce pâté? Donc ça c'est une préoccupation bien particulière. Là, ça rentre déjà dans un autre domaine maintenant. On est dans les normes HACCP, on est dans les normes sécuritaires sanitaires. Donc là, on ouvre encore une autre porte. Bon, je sais que la NOR, qui est un peu l'organisme des normes au Cameroun, a mis en place une norme camerounaise qui ne sera exécutoire que dans 4 ans. Alors, la question que vous deviez plutôt me proposer, la question qu'on devrait se poser, c'est que vaut réellement notre tissu agroalimentaire, industriel camerounais? On est combien? Pourquoi attendre 4 ans? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas des opérateurs économiques dans la filière agroalimentaire? Est-ce qu'ils ne sont pas nombreux pour faire pression? Ce sont là les véritables questions.
Ce sera certainement notre pan du débat. Nous allons rester, Excellence, dans le registre du rôle de l'État. Vous avez évoqué tout à l'heure cette crise qui a frappé le tissu industriel algérien et puis la reprise dès les années 2000. Est-ce qu'il y a eu un certain investissement de l'État? Quel rôle joue l'État aujourd'hui en Algérie pour la promotion de ce secteur du machinisme agricole? Est-ce qu'il y a des subventions Et bien sûr. Tout d'abord, je tiens à dire que ce que vient de me dire Madame la Présidente est tout à fait juste. N'est-ce pas? Et ça me rappelle beaucoup de choses. Ça me rappelle beaucoup de choses. Beaucoup de souvenirs. Effectivement, ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que tout simplement, quand j'ai été étudiant, j'ai été faire un stage dans ce qu'on appelait à l'époque un domaine autogéré. Tout à fait. Un domaine autogéré. Mais là, je voudrais corriger quelque chose que vous venez de dire. L'Algérie est l'État saharien. Non, ce n'est pas uniquement un État saharien. L'Algérie, bon, nous avons au nord un climat méditerranéen, nous avons des montagnes, nous avons de la neige, nous avons des plaines énormes qui ont avec des terres de premier choix, n'est-ce pas? Nous avons les hauts plateaux, il pleut un peu moins, n'est-ce pas? On appelle ça les hauts plateaux, qui sont destinés généralement à la céréaliculture, parce que l'Algérie, c'est un pays qui produit beaucoup de céréales. D'ailleurs, dans le temps, on disait de l'Algérie que c'était le grenier à blé de Rome. N'est-ce pas? Et nous avons le Sahara. Le Sahara, bon, on a l'impression, quand on parle du Sahara, on pense au pétrole et au gaz. Non, il n'y a pas uniquement ça. Dans le Sahara, il y a de l'eau. Il y a énormément d'eau. Nous avons découvert qu'il y a plus de 50 000 milliards de mètres cubes d'eau. C'est une utilisation pour 6 000 ans, n'est-ce pas? Et ce potentiel, nous avons commencé à l'exploiter, puisque du Sahara central vers l'extrême sud de l'Algérie, nous avons construit un water pipe qui fait 770 km et qui transporte 150 000 mètres cubes d'eau par jour. Ça a coûté 3 milliards de dollars, n'est-ce pas? Donc il y a de l'eau dans le Sahara et nous sommes en train d'exploiter cette eau-là pour développer l'agriculture saharienne. L'agriculture saharienne, elle est difficile et elle est aisée en même temps, parce que ça intervient sur des terres sablonneuses, n'est-ce pas? L'énergie, elle est pratiquement gratuite là-bas, parce qu'on fore des puits profonds, il y a la chaleur qui monte, on construit des serres, on fait du goutte à goutte, qui est très développé chez nous. D'ailleurs, nous sommes en train d'irriguer aujourd'hui 3 millions d'hectares en Algérie, 3 millions d'hectares, puisque l'eau est disponible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous avons investi plus de 23 milliards de dollars dans l'eau. Nous avons construit ces 10 dernières années plus de 40 barrages. Et en 2017, nous avons réceptionné 5 barrages. Et l'année prochaine, on va réceptionner 12 barrages. Ce qui fait que nous avons une capacité d'emmagasinage de l'eau de 10 milliards de mètres cubes d'eau. L'agriculture a besoin d'eau. L'agriculture, également, elle a besoin de beaucoup d'autres choses pour avoir une véritable agriculture, pour couvrir tout d'abord les besoins du marché interne et pouvoir exporter. Exporter, ce n'est pas simple, c'est très très compliqué. C'est toute une logistique qui doit accompagner l'acte d'exporter. Aujourd'hui, en Algérie, nous sommes en train de réapprendre l'acte d'exporter et nous arrivons à exporter. Je vais vous donner quelques exemples, n'est-ce pas? Mais avant de donner ces exemples-là, on a parlé du machinisme agricole, c'est très important. Très important parce qu'aujourd'hui, on ne va pas continuer à faire dans la roue, etc. Et là, tout d'abord, c'est usant. Et deuxièmement, le rendement à l'hectare, il est très, très, très limité. Je vous donne un exemple. En Algérie, je vais parler de la céréaliculture, on sème et on attend que la pluie tombe. Alors, vous avez un rendement bon an, mal an de 7 quintaux à l'hectare. Alors que de l'autre côté de la Méditerranée, je prends un petit pays d'Afrique orientale, d'Europe orientale, la Bulgarie, ils arrivent à 80 quintaux hectares de blé. Alors qu'en Algérie, à la même époque, on arrivait tout juste à 7 quintaux l'hectare. Pourquoi? Parce qu'on dépendait de la pluie. Il y a des années où il ne pleut pas, où il pleut beaucoup moins, n'est-ce pas? Vous avez besoin de semences. Si vous n'avez pas la bonne semence qui est adaptée au climat local et au sol, vous allez avoir un très mauvais rendement ou vous allez perdre votre récolte. Vous avez besoin également d'autres intrants. Vous avez besoin d'engrais. Si vous n'avez pas les engrais, si vous n'avez pas de l'eau, si vous n'avez pas les
bonne machine adaptée au sol, comme vient de le dire madame, parce que l'objectif final de tout ça, c'est d'avoir une bonne récolte, avec un bon rendement. Vous avez parlé du Zimbabwe, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que je vous dis, en Algérie, nous sommes en train de mener toute une politique globale et générale. Je prends le cas, par exemple, du lait. En Algérie, on consomme beaucoup de lait. Nous sommes l'un des pays qui consomme peut-être, par tête d'habitant, le plus de lait au monde, n'est-ce pas? Tout ce qui est produit laitier, etc., fromage, n'est plus importé en Algérie. C'est une fabrication locale. Mais malheureusement, on continue jusqu'à aujourd'hui à importer la poudre de lait. Et là, le deadline qui a été donné, en 2019, l'Algérie n'importera plus de lait en poudre. Okay. En 2019. Là, pourquoi je dis ça? Parce que nous avons lancé une politique de généralisation de grands périmètres irrigués qui s'étendent sur 25 000 hectares. Là, vous avez de la luzerne pour les vaches laitières, n'est-ce pas? Les vaches laitières locales ou importées. On a importé beaucoup de vaches laitières. On développe la luzerne sur des hectares et des 25 000 hectares, et qui plus est dans le sud, dans le Sahara. Dans le Sahara, je vous ai dit que l'eau est disponible. Et je parle de la betterave, par exemple. La betterave, vous pouvez la manger sous forme de légumes, ou bien vous pouvez en sortir du sucre. Tout à fait. Il fut un temps, dans les années 70, on faisait de la betterave sucrière. Mais à cause de l'eau, je parle des années 70, on a été obligé de fermer cette usine, qui travaillait très bien, qui avait un bon rendement. Aujourd'hui, comme l'eau est disponible, n'est-ce pas, nous avons relancé la betterave sucrière en Algérie. Bon, nous importons également de la canne à sucre. Et aujourd'hui, en Algérie, nous exportons du sucre à l'extérieur. C'est des milliers de tonnes de sucre qui sont exportées à l'extérieur. Celui qui est à la tête de ce conglomérat, c'est un privé. C'est le plus grand privé d'Algérie qui pèse pratiquement presque plus de 4 milliards de dollars. D'accord ? Donc c'est une politique générale et globale parce que votre objectif dans le domaine agricole, c'est d'avoir de bons rendements pour couvrir les besoins de votre marché et puis aller à l'exportation. Parce que vous ne pouvez pas, de toute façon, votre marché est limité. Votre marché est limité, n'est-ce pas, 22 millions, et pour être rentable, si vous réfléchissez à une échelle macroéconomique, vous êtes obligé d'aller à l'exportation pour durer. Je vous rassure, on a la CEMAC qui nous oblige à livrer, hein, parce qu'ils ne produisent pas beaucoup. Est-ce que j'ai envie de vous demander, est-ce que au-delà, Madame a évoqué tout à l'heure le volet de la transformation, vous avez beaucoup parlé de tracteurs, donc de machines pour les activités primaires. Est-ce que vos entreprises également produisent des machines utiles à l'usine, aux industries agricoles, des machines de transformation, des produits? Vous avez, madame, tout à l'heure parlé de la tomate. Oui. La tomate, moi je me rappelle les années 80. Les années 80. Et donc on a dit, parce qu'en Algérie on consomme beaucoup le double concentré de tomates. Surtout pendant le mois de Ramadan, pour la shorba, pour la soupe, etc. Donc c'est beaucoup utilisé. On importait, à l'époque, je parle des années 80, 90 millions de dollars en double concentré de tomates. Ce qui est énorme. Oui. Ce qui est énorme. Et là, on s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça. On est en train véritablement d'enrichir l'industrie alimentaire d'ailleurs. Donc, on a pris le taureau par les cornes. C'est l'État qui finance ce Chine. C'est l'État qui finance les agriculteurs. Ils sont subventionnés par l'État. Elle leur amène l'électricité, elle leur amène la route, elle leur donne les bonnes semences, parce que nous avons énormément de laboratoires qui sont en train de travailler sur les semences, elle leur assure les engrais, et l'Algérie est en train de développer une véritable industrie de production des engrais. Ouais. Et je peux vous dire que d'ici 2022, l'Algérie deviendra l'un des plus grands pays exportateurs d'engrais au monde. Pas uniquement en Afrique, mais au monde, n'est-ce pas? Nous avons 4 usines actuellement qui sont en train de se construire dans le domaine pour devenir un pays exportateur. Alors pour revenir un peu à la tomate, on a financé, on a subventionné beaucoup d'agriculteurs dans l'est du pays. Il y a une immense plaine. Ces agriculteurs se sont spécialisés dans la tomate, parce qu'il pleut beaucoup. À l'époque, c'est la région qui reçoit le plus de pluie en Algérie. Bon, maintenant le problème est réglé avec les forages, avec les barrages, etc. Donc ils se sont lancés dans la production de la tomate.
qui doit être transformée. Quand ils ont voulu livrer cette tomate pour être transformée en double concentré, ils se sont retrouvés avec une seule usine. Donc, les capacités de l'usine sont très restreintes. Oui. Ce qui fait que ces agriculteurs, ils ont perdu leur récolte, parce qu'il n'y avait qu'une seule usine qui traitait. Alors là, on s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose. Et là, aujourd'hui, vous avez énormément d'entreprises de transformation. Dans chaque région, vous en trouvez. Okay. Vous en trouvez. Donc le producteur n'a pas besoin de se déplacer. Il a une usine de transformation qui transforme son usine en double concentré de tomates et il y a une mise en boîte qui se fait. Et aujourd'hui, l'Algérie est devenue un pays exportateur net de double concentré de tomates. J'ai pensé à une chose, et vous l'avez évoqué, et je vous en remercie, la perte de la récolte. Oui. C'est un gros problème. Si vous n'avez pas de silo pour emmagasiner, parce que l'agriculture c'est un tout. Si vous manquez de silo, vous faites une bonne récolte. Si vous n'avez pas de silo pour l'emmagasiner, ben vous allez la perdre, tout simplement. Nous avons développé également, nous sommes lancés dans la construction de silos. Donc aujourd'hui, l'emmagasinage, l'ensilosage, c'est comme ça qu'on dit, est très développé chez nous. D'ailleurs, vous allez dans les ports, etc., quand il s'agit d'un produit qui est exporté, vous trouvez des silos dans les ports. Maintenant, l'axe d'exportation, c'est tout à fait autre chose. Il vous faut toute une logistique, etc. Il vous faut, parce que très souvent, vous avez affaire à des denrées périssables, donc il vous faut des avions cargo que nous sommes en train d'acheter. Et l'Algérie est en train d'acheter énormément d'avions cargo. Donc voilà, l'acte de machinisme agricole est très important, n'est-ce pas? Mais il faudrait véritablement réunir pratiquement tous ces paramètres pour réussir sa politique agricole. Excellent. J'ai envie de vous demander, au vu du projet que nous avons évoqué tout à l'heure, celui de production des tracteurs, est-ce que, à terme, dans le sens de la coopération sud-sud, l'Algérie pourrait s'investir dans ce sens, c'est-à-dire implanter une usine, par exemple, ici, de production? Moi, je vais vous dire tout de suite, l'avenir de l'Algérie est en Afrique, sur son continent. Il n'est pas ailleurs, n'est-ce pas? Je vous ai dit au début, si nous avons organisé ce forum Afrique-Algérie d'affaires et d'investissement, d'ailleurs, nous sommes en train d'essayer de mettre en place, il y a une banque, je crois que ce sera la BDA, qui va apporter des financements pour un certain nombre de projets. Nous, notre avenir, c'est l'Afrique. Il n'est pas ailleurs. C'est clair. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de travailler avec les Cameroun, de commencer à la base. Et la base pour nous, c'est la formation. La formation. Je vous ai parlé de cette grande commission mixte qui ne s'est pas réunie depuis 1986. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Et là, nous avons listé 21 filières. Et bien sûr, l'agroalimentaire est la place de choix. La place de choix, n'est-ce pas? Parce que c'est des secteurs qui sont très importants, aussi bien au Cameroun qu'en Algérie, partout ailleurs. Absolument. Partout ailleurs, n'est-ce pas? Donc, c'est dans ce sens-là, c'est cette feuille de route-là que nous avons. Je vous ai parlé tout à l'heure des transports également. Nous avons un accord en matière de transport et de météorologie. Voilà encore un autre domaine qui est excellent pour l'agriculture. Absolument. Si vous n'avez pas d'excellents météorologues, si vous n'avez pas des stations de météorologie, vous savez, le pauvre paysan, il ne va pas savoir. Il vient tous les jours à la chambre d'agriculture, mais on ne peut pas lui répondre. Les choses se compliquent, finalement très vite si vous n'avez pas une politique générale, une politique d'ensemble. Quand vous parlez de l'agriculture. Alors, parlant de politique d'ensemble, l'ambassadeur l'a dit, l'agriculture c'est un tout. Madame Ban, pour vous qui êtes auprès des agriculteurs dans les zones rurales au quotidien, au-delà des machines à proprement parler qui servent à l'agriculture, il y a quand même d'autres besoins qui s'expriment de manière criarde. Il a parlé tout à l'heure de l'eau, l'accès à l'eau, des fourrages, oui, disons que je crois que le Cameroun rappelle à son excellence un peu les débuts de l'Algérie. Ça, j'ai bien compris. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes. Il y a les problèmes des routes, il y a le problème d'énergie. Il y a, parce que vous avez parlé de la création d'entreprises proches des zones de production. Au Cameroun, c'est encore difficile parce qu'il faudrait être sûr d'avoir au moins de l'énergie pour pouvoir
mettre en place une unité proche des bassins de production. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons régulièrement. Maintenant, les problèmes, on les connaît tous, hein. Les problèmes, on les connaît tous, c'est l'énergie, c'est la route, l'accès à l'eau, la météo, le soleil, etc. Sans compter les problèmes de sol, sans compter les autres aléas, c'est-à-dire le manque de formation, mais aussi le vol. Parce que tous ceux qui se lancent dans l'agriculture, on dit qu'il y a les prédateurs qui sont les animaux, mais il y a aussi les humains. Donc les problèmes sont divers. Maintenant, pour vous dire sincèrement, aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir à la transformation agroalimentaire parce que on va se lancer à augmenter notre production. Je parle des petits et les moyens, les petits et les moyennes exploitations. On va augmenter la capacité de production et on aura toujours le même problème de perte post-récolte. Donc aujourd'hui, nous sommes plutôt en train d'envisager des collaborations ou des coopérations avec des structures étrangères qui doivent nous aider à maîtriser le process alimentaire. En fait, Monsieur l'ambassadeur a parlé du concentré de tomates. On a ici des usines qui ont fermé parce qu'ils n'ont compté que sur la production des producteurs. Quand le marché s'est ouvert, je vous ai dit, on est obligé de s'ouvrir au marché périphérique, c'est-à-dire, je pense à la Guinée équatoriale, au Nigeria, etc. Quand ils viennent acheter des tomates, c'est en camion. Ils augmentent les prix, c'est dans les champs. Qu'est-ce qu'ont fait les entreprises qui étaient créées? Elles ont fermé. Parce qu'elles n'avaient plus de matière première ou la matière première était beaucoup trop chère. Donc, tout ça se réfléchit. Si on monte une unité industrielle de transformation agroalimentaire, il faut assurer son approvisionnement en matière première à côté. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, maintenant, si vous n'impliquez pas les producteurs comme actionnaires dans ces unités, à ce moment, il faut laisser ces petits producteurs livrer l'usine, donc les producteurs périphériques. Donc aujourd'hui, ce sont des questions sur lesquelles on réfléchit beaucoup avec le ministère de l'Industrie parce qu'il y a le PDI qui a été validé, qui a été déployé, qui nous est expliqué en long et en large. Mais je vais vous dire pour l'instant, nous en tant que producteurs agricoles, on attend parce qu'on ne sait pas si ce PDI s'intéresse particulièrement à nous ou s'il va prendre le plan de développement de l'industrie du Cameroun. On ne sait pas s'il va intégrer les sociétés camerounaises et de quelle manière. On ne sait pas si les producteurs sont pris en compte là-dedans. Ils vont s'investir de quelle manière. Et on ne sait pas si on a adapté un plan pour permettre à des grosses multinationales étrangères de venir s'installer. Parce que Monsieur l'ambassadeur a parlé de pétrochimie tout à l'heure. Il a parlé de formation. Ils ont formé pas mal de Camerounais. Quand ils reviennent au Cameroun, ils travaillent où? Ils sont où? Nous n'arrivons pas à mettre une petite industrie de chocolat en place. Je parle juste du chocolat. Nous produisons le cacao. Nous l'exportons à vil prix, nous n'en décidons pas des prix, mais aujourd'hui nous sommes incapables de monter une petite unité de transformation de chocolaterie parce qu'il y a des standards, il y a des normes, il y a des process. On ne sait même pas de quoi on parle. Donc ça fait beaucoup de problèmes d'un coup. Donc je pense que les problèmes, il faut les prendre par étapes, ça dépend des filières. Si on parle de la production, on a les problèmes de la production. Si on parle de la transformation agroalimentaire, on a les problèmes de la transformation agroalimentaire. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'handicaps, c'est qu'on n'a pas le personnel formé pour nous accompagner dans le process. Moi, je crois que c'est la clé du développement du secteur agricole au Cameroun. Est-ce que vous avez des actions précises que vous menez au sein de votre institution? Oui, bien sûr, évidemment. Auprès des quelques-unes, on peut évoquer quelques-unes, auprès de ces petits producteurs, par exemple. Bon, là, je peux citer un exemple, hein, qui d'ailleurs, peut-être après cette émission, on verra avec monsieur l'ambassadeur si jamais il a des contacts à nous recommander. Nous avons lancé la création d'une usine de transformation de manioc. Voilà des cas où au Cameroun, on a échoué plusieurs fois. Je ne veux pas savoir pourquoi, pour qui et comment, mais on a toujours multiples raisons. Mais les producteurs aujourd'hui que nous sommes, qui avons planté du manioc, avons décidé de monter une unité parce qu'on s'est rendu compte que le manioc est utilisé
sous 48 formes. Il y a l'amidon, il y a le foufou, il y a la tchéké, il y a les semoules, etc. Il est consommé partout. Il est même utilisé dans l'aliment de bétail. Et aujourd'hui, nous avons du manioc qui pourrit dans les plantations. Alors on s'est dit, mais on va se regrouper entre coopératives et investisseurs nationaux. On va mettre en place des petites unités. On va les faire fonctionner, donc c'est 100% privé. Et ensuite, on va dupliquer les modèles dans les autres régions. Donc voilà par exemple un exemple concret dont je vous parle. Et d'ailleurs, si AgriTV a un peu de temps, de passer à l'Assemblée Générale Constitutive qui se tiendra à la Chambre d'agriculture le 8 juin, parce que nous mettons en place cette unité. Nous avons également, nous nous sommes engagés, j'étais contente que vous parliez de la tomate, parce que voilà un secteur dans lequel, sache, les prix ont chuté, avec les problèmes de Boko Haram, la frontière entre le Nigeria et le Cameroun a fait que le prix de la tomate chute, et maintenant on se retrouve avec pas mal de tomates sur le marché à vil prix. Donc nous avons également proposé la création d'une usine de transformation de tomates, pas seulement pour compter sur les producteurs, mais avec les Turcs, on est en train de voir comment avoir de la tomate à un grand rendement. Donc je suis contente d'apprendre que l'Algérie aussi s'est suffisamment engagée dans le domaine et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc voilà des cas concrets dans lesquels nous sommes en train de nous investir. Donc monter des structures agroalimentaires, adapter aux préoccupations locales, livrer la matière première de ces producteurs vers ces usines et permettre à ces planteurs d'être actionnaires. Parce que, voilà, le deuxième problème, c'est que nous avons des industriels qui s'installent, qui sont milliardaires, qui ont des moyens, qui ont des banques, mais ces producteurs sont toujours au même stade. C'est-à-dire que leur niveau de vie, leurs conditions de vie n'évoluent pas. Donc aujourd'hui, la Chambre d'agriculture, à travers les projets qu'elle met en place, leur permet d'être aussi acteurs, actionnaires de ces agro-industries qui vont se créer, dont ils vont livrer la matière première. Donc voilà un exemple concret que je vous donne. L'agriculture, c'est évident, nécessite beaucoup d'investissements. Vous avez en face de vous l'ambassadeur d'Algérie. Il a évoqué certains acteurs du secteur privé qui pèsent dans des domaines tels que le sucre. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, intérêt à appeler à des financements ou des partenariats avec des privés, ouvrir ces partenariats des privés algériens dans le sens de la coopération sud-sud? Je crois, avec la permission de son Excellence, c'est ce que j'ai dit, c'est que je découvre à travers cet entretien que l'Algérie a beaucoup fait. Nous sommes souvent sollicités par d'autres pays que l'Algérie, et je découvre aujourd'hui que l'Algérie a suffisamment avancé sur beaucoup de domaines. Je pense qu'on gagnerait à se rapprocher aussi de nos frères du Sud pour voir quel type de partenariat on peut mettre ensemble, au-delà de la commission mixte qui va définir un certain nombre d'actions dans le cadre de la coopération pays. Mais je pense qu'au niveau des opérateurs économiques même, on va déjà adresser officiellement quelque chose dans ce sens. On va parler des projets que nous sommes en train de mettre en place et on verra dans quelle mesure ces opérateurs économiques algériens pourraient s'intéresser à ces produits. Et aussi nous indiquer la bonne voie. Parce que si vous prenez un producteur français, il n'a pas les mêmes difficultés qu'un producteur, qu'un industriel algérien, parce que lui vit dans des conditions difficiles, sur un sol africain, avec des us et coutumes bien particulières. Donc je suis sûre qu'on pourra mieux se comprendre qu'avec d'autres pays où on n'a pas forcément les mêmes préoccupations culturelles. Très bien. Alors, Excellence, vous avez dit tout à l'heure que l'Afrique, c'est la priorité de l'Algérie. Je suppose que votre pays est signataire du traité de la zone de libre-échange continentale pour les 44 pays signataires. Comment vous envisagez cela? L'objectif, c'est d'accroître le commerce intra-africain, de le porter de 16% à 60%. Avec ce qui est dit sur ce plateau, un tissu industriel, agro-industriel, encore embryonnaire dans beaucoup de pays, est-ce que fatalement, cette ouverture du marché africain ne va pas profiter à d'autres pays venus de l'Union européenne, de l'Asie, de l'Amérique latine? Est-ce que l'Algérie, par exemple, est prête
à s'engager dans ce marché? Non, ça c'est sûr. Je vous ai dit au départ que nous avons organisé ce forum Algérie-Afrique d'investissement et d'affaires. Notre démarche c'est celle-là, c'est d'aller vers le marché africain qui est... L'Afrique c'est l'avenir. L'Afrique c'est l'avenir. C'est indéniable. C'est l'avenir. L'avenir, j'allais dire, du monde, on va revenir au berceau de l'humanité. Une petite parenthèse, Excellence. J'ai quand même envie de vous demander comment l'Algérie, aujourd'hui, qui met l'Afrique au cœur de ses priorités, premier importateur de produits agroalimentaires, et s'est toujours tourné vers l'Union européenne pour importer un pays comme le Cameroun, par exemple, a pratiquement tout, produits laitiers, tout ce dont a besoin l'Algérie. Vous savez, non, on n'a pas négligé l'Afrique, au contraire. Au contraire, l'Afrique, d'abord, avait ses soucis. Ce n'était pas, au départ, le développement économique. C'était la décolonisation. C'était la décolonisation. Et malheureusement, l'Afrique n'est pas aujourd'hui encore décolonisée totalement. Donc la priorité, c'était les séquelles. C'est d'abord de la colonisation et du partage colonial. Du partage colonial. Vous avez des pays africains qui n'ont pas encore de frontières aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. C'était décoloniser l'Afrique et puis se débarrasser de ces cas de partage colonial. On a créé l'Union africaine. C'est pour justement développer économiquement l'Afrique. C'est ça l'objectif de l'Union africaine aujourd'hui. L'Algérie a été la Mecque des révolutionnaires. Tous les mouvements de libération, tous les peuples épris de paix et de justice étaient à Alger. Ils étaient à Alger. Aujourd'hui, en Algérie, c'est pour ça que je focalise l'attention sur la formation. Nous avons formé plus de 126 000 boursiers africains. Ils ont été formés dans 108 universités. Nous avons 108 universités. Je ne parle pas des grandes écoles, je ne parle pas des instituts, etc., etc. Donc, nous avons formé. On n'a pas laissé tomber l'Afrique. Et je vous ai dit, l'Algérie a toujours compris que son avenir est ici en Afrique. Donc, nous avons focalisé sur la formation. Si vous allez en Algérie, d'ailleurs, les boursiers camerounais, ils sont partout, ils ne sont pas uniquement à Alger. Il y a des universités partout, bien sûr. Même à 3000 km d'Alger. Absolument. Ils sont là. Donc, nous avons focalisé, n'est-ce pas? Et puis, on a commencé véritablement à diversifier notre économie. Et puis, dans les années 80, on s'est retrouvé avec une crise économique qui nous a touchés, parce que le baril de pétrole a chuté. Ben, c'est ça. On s'est retrouvé avec le Fonds monétaire international, j'allais dire, sur le dos. Vous connaissez tous la médication du Fonds monétaire international. Bien entendu. 500 000 travailleurs qui ont perdu leur emploi, etc. On a été obligé d'aller sur le marché financier international pour emprunter à des taux prohibitifs, avec une dette très importante, n'est-ce pas? Mais à partir de 99-2000, le baril a pris des couleurs. Nous avons calculé notre budget sur la base d'un baril à 37 $ quand il était à 140 $. Le budget a été calculé sur la base d'un baril à 37 $ quand il était à 140. Nous avons créé un fonds de régulation des recettes dans lequel on avait accumulé à peu près autour de 73 milliards de dollars et un fonds de réserve de change dans lequel il y avait à peu près 220 milliards de dollars. On a remboursé par anticipation toute notre dette en 2006. En 2006, nous avons tout remboursé. Au contraire, aujourd'hui, nous sommes un pays créancier. Bon, le baril a chuté. Oui. Il est arrivé jusqu'à 27 $, mais on avait des réserves de change. Aujourd'hui, nous revenons. Nous avons investi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de 1000 milliards de dollars dans tous les domaines, principalement l'infrastructure. On a construit des routes, on a construit des autoroutes. Pour l'agriculture, pour revenir à l'agriculture, nous avons construit des barrages. Nous avons dessalé l'eau de mer. Nous avons 14 stations de dessalement d'eau de mer aujourd'hui qui dessalent 2 100 000 mètres cubes d'eau par jour qui sont destinés à l'irrigation. Et l'eau potable. Alger, par exemple, est alimenté par 3 barrages, des forages, plus l'eau dessalée. Nous avons une station de 200 000 mètres cubes d'eau par jour. D'accord? Nous traitons les eaux usées également, qui sont destinées. Aujourd'hui, nous avons 270 stations de traitement des eaux usées, qui sont destinées à l'irrigation. N'est-ce pas? Donc, on n'a pas... Alors, aujourd'hui, que nous avons reconstruit la maison Algérie,
Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de nous réindustrialiser. Nous avons quelque chose à offrir. Avant, si je prends l'exemple, pour rester dans le domaine agricole, la pomme de terre. Il fut un temps où certains pays se gossaient de nous, disaient vous semez en Algérie, vous récoltez au Canada. Ce qui était vrai. Ce qui était vrai. On importait beaucoup de pommes de terre du Canada. Aujourd'hui, l'Algérie est devenue un pays exportateur net de pommes de terre, non seulement de pommes de terre, mais de la pomme de terre transformée en mousseline. Donc vous avez une plus-value. J'ai un pays européen que je ne citerai pas, qui achetait de la pomme de terre algérienne, du sud, parce qu'elle est blanche, etc. Elle convient pour la purée, tout à fait. Pour la mousseline. Et là, aujourd'hui, on lui vend de la mousseline. On ne lui vend plus de la pomme de terre, j'allais dire brute. Brute. Vous la transformez localement. On la transforme. Donc, aujourd'hui, nous avons des choses à proposer, n'est-ce pas? Tout d'abord, la formation, parce qu'elle est très, très, très importante. Aux instituts, nos écoles d'agronomie, nous avons beaucoup d'étudiants en formation, n'est-ce pas? Je vous ai parlé tout à l'heure de la formation professionnelle. Nous avons beaucoup d'étudiants camerounais qui étudient là-bas. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de venir vers vous pour vous proposer ce que nous savons, nous savons faire le mieux. Bien. Alors, Madame Ban-Ekoutou, on va évoquer un autre secteur. On a beaucoup parlé de l'agroalimentaire, de l'agriculture, mais votre institution s'occupe également de la filière bois. L'Algérie importe massivement du bois, à peu près 732 000 tonnes, d'après les statistiques qu'on a pu avoir. Le Cameroun est un grand exportateur de bois. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'établir des synergies pour que l'Algérie ou le Cameroun devienne l'un des fournisseurs de choix de l'Algérie? Oui, la Chambre d'agriculture s'occupe de 4 secteurs, on l'a dit, et la filière bois en fait partie. Dans la filière bois, vous avez les exploitants forestiers, donc ils ont des agréments, il y a des UFA qui sont donnés par notre ministère de tutelle, donc en charge de la forêt. Et je crois que dans ce sens, tout dépend des opérateurs économiques qui ont besoin de bois. Ils peuvent s'adresser à nous. Nous nous occupons aussi d'un volet dont on ne parle pas beaucoup. Dans le secteur bois, c'est le reboisement, parce que c'est bien de couper, mais il y a aussi des responsabilités quand on coupe des forêts. Et aujourd'hui, quand vous voyez dans les plans d'action, il est prévu des plantations forestières, c'est-à-dire des plantations uniquement d'arbres forestiers. Et justement, je n'entends pas beaucoup parler de ce projet. C'est-à-dire que les opérateurs viennent pour dire on veut du bois, on sait que le Cameroun a du bon bois, mais personne ne vient vous dire je viens investir dans vos plantations forestières. Donc il faut savoir que le volet forestier chez nous est très très large, très vaste. Nous avons à offrir, mais nous avons aussi des responsabilités qu'il ne faut pas oublier. Nous avons les produits forestiers non ligneux, je vais penser peut-être au jansan, le poivre, etc., des produits de la forêt, parce que quand la forêt disparaît, tout ça disparaît avec, et ce sont les populations qui en souffrent. Et puis nous avons le volet faune. Donc on dit forêt et faune, parce que dans cette forêt, on a ce volet faune qui existe. Donc la Chambre d'agriculture a des opérateurs économiques qui sont là pour faire des affaires. Donc je ne vais pas développer plus parce que voilà, il y a des autorisations, il y a des normes. Mais par contre, j'ai bien apprécié une structure turque. Elle a pris le sens inverse, c'est-à-dire qu'elle s'est installée. Elle a décidé de transformer localement, je ne citerai pas les noms parce qu'on ne fait pas la pub des gens ici, mais elle a décidé de transformer localement et avec un cahier des charges qu'elle a respecté, bien sûr, et elle exporte aujourd'hui du meuble fini. Donc je veux dire aujourd'hui, la coopération qui peut se faire avec les autres pays est vraiment ouverte. Je crois que le Cameroun accueille
tout le monde à bras ouverts. Hein. Oui, les jeunes sont formés parce que vous savez ici, dès que vous achetez du bois, il se tord, etc. Parce qu'il y a des séchoirs. On parlait de machines. La machine rentre encore là-dedans. Il y a des séchoirs, il faut sécher le bois, sinon il se transforme. Donc le volet formation, oui. À Benguela, par exemple, à la Chambre d'agriculture, nous avons mis en place un concept où on forme avec des Belges, ils forment et en même temps ils exportent le bois transformé. Donc il y a aujourd'hui beaucoup d'exemples de réussite. Tout dépend du besoin de l'investisseur. Quelle est sa priorité? Hein? Est-ce qu'il va fournir le marché local? Non ou oui? Et est-ce qu'il va exporter à qui et selon quelles normes? Parce que dans tous les secteurs, il y a des normes, il y a des règles et il suffit de les respecter. Donc, je voudrais, si vous permettez, rebondir un petit peu, si vous permettez, puisqu'il s'agit d'un débat. Voilà, c'est ça. Moi-même, j'ai reçu beaucoup d'opérateurs économiques. Oui. Il n'y a pas très longtemps, à l'hôtel de ville de Yaoundé, il y avait à peu près quelques dizaines d'opérateurs économiques que j'ai rencontrés. Moi-même, j'ai organisé 2 foires d'exposition de produits algériens au Palais des Sports de Yaoundé, à 2 reprises, n'est-ce pas? Beaucoup d'opérateurs économiques camerounais sont partis en Algérie, ils ont participé donc, à des foires, et je peux vous assurer qu'il y a de l'exportation qui se fait. De l'importation, de l'exportation qui se fait. Bon, on a été confronté à un autre problème, la douane, etc. Donc, c'est des problèmes que nous sommes en train de discuter aujourd'hui, puisque pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec votre directeur général des douanes. Chez moi, à l'ambassade, j'ai reçu, je peux vous dire, plus de 300 opérateurs économiques camerounais. Ceux qui ont du miel à proposer, qui ont du poivre à proposer, qui ont du cacao, du café, du textile, la banane, etc. J'ai rencontré des producteurs, j'ai été sur le site. Oui. On proposait 500 tonnes pratiquement de bananes par mois. Et bon, on avait demandé à l'époque qu'ils se regroupent un petit peu, ils font un groupement, etc. Bon, mais la banane, c'est un peu compliqué parce qu'il faut toute une logistique, etc. Donc, nous connaissons les besoins. Moi-même, j'ai mis en place, et on va en parler tout à l'heure, en attendant l'ouverture d'un comptoir commercial virtuel. Oui. J'ai recensé plus de 400 opérateurs économiques camerounais. Et ces opérateurs, je les connais, je les ai reçus individuellement ou collectivement, n'est-ce pas? Donc les besoins, on les connaît. Il y a quelqu'un qui est venu, par exemple, pour le piment, pour le manioc, la transformation du manioc. Tout à fait. On m'a proposé ça, même si le manioc n'existe pas en Algérie, il ne pousse pas en Algérie. Oui. D'accord? Mais enfin, ça, ce n'est pas un problème. Le piment, par exemple, le poivre noir de Penja, quand je vois, on n'a pas parlé de l'emballage, c'est très important. L'emballage dans l'agro-industrie est très important. Le conditionnement, etc. Moi, quand je vois il y a des normes. Vous savez, moi, je fais mes courses. Je fais mes courses un peu comme tout le monde. Oui. Et je vois un petit peu l'emballage, etc. Des fois, bon, l'œil n'est pas attiré par cet emballage. Et donc, en matière, absolument. Qui est très important parce que vous faites un bon produit. Et il peut être excellent. Mais s'il est mal présenté, ça ne donne pas envie. Ça donne pas envie d'être acheté. Et vous allez vous retrouver avec votre production. D'accord? C'est pour ça que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir une politique générale. C'est très compliqué, hein, parce qu'il y a plusieurs intervenants, etc. Il y a plusieurs institutions qui interviennent, et ça devient très compliqué. Donc, avec nos amis camerounais, nous sommes à ce stade-là. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai constaté qu'on ne se connaissait pas. Oui. Qu'il y a un effort à faire en matière d'information. Moi, vous savez, je donne tous les jours des visas à des opérateurs économiques. Juste avant de venir ici, j'en ai signé pas mal qui partent en Algérie, parce que maintenant, ils découvrent de plus en plus le marché algérien. On a parlé de l'emballage. Oui. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ramènent ça de là-bas, qui ramènent ça d'Algérie. Bon, nous avons des problèmes de douane, on a parlé de CEMAC, il y a
l'association avec l'accord d'association avec l'Union européenne, etc. Ouais. Donc il y a des règles, etc., qui s'imposent à vous, qui s'imposent à vous. Mais tout cela, ça se discute. Tout cela, ça se discute, etc., pour essayer de trouver donc, des solutions. Alors, parlons de packaging. Pour vous qui rencontrez beaucoup de producteurs camerounais, beaucoup vont généralement, pour ceux qui font l'effort du côté de la Chine, il y a là donc un pan de coopération, de partenariat. Il faut peut-être que des entreprises algériennes s'installent pour offrir leur expertise en matière de... Bon, s'installer, c'est trop dire. Je pense que Son Excellence a parlé tantôt de nous connaître, de mieux nous connaître. Et je disais, je découvre à travers ces interventions que apparemment l'Algérie a beaucoup évolué dans certains domaines et a beaucoup à offrir. Nous sommes habitués à la destination France, nous sommes habitués pour certains à la destination États-Unis, de plus en plus Chine ou Inde, parce que bon, ça fait des années, hein, il y en a qui partent en Chine et tout, mais on se rend compte aujourd'hui que la coopération sud-sud est très importante. Moi, j'ai découvert Lagos, c'était l'année dernière, je n'étais jamais allée au Nigeria, mais j'ai dit, bah, pourquoi pas ne pas découvrir aussi nos pays frères. Donc, j'ai découvert là-bas des industries d'emballage plastique qui étaient installées. Et les Nigérians, aujourd'hui, ont des produits aux normes. Les petites croquettes qu'on vend en route ici, là-bas, c'est déjà dans des emballages avec une norme qu'ils appellent la norme NAFDAC. Donc, je pense qu'il y a un problème au niveau local, c'est que c'est à nous-mêmes, les industries, de nous rendre compte qu'autour de nous, nous avons de l'expertise. On est dans un monde qui évolue. On est dans un monde qui évolue. On ne peut pas continuer à emballer nos produits n'importe comment, dans des emballages qui... Vous savez, même l'emballage répond à une norme. Vous n'emballez pas le café comme vous emballez le lait. Vous n'emballez pas le lait comme vous emballez le sucre. Donc, vous avez des produits qui peuvent se transformer à la lumière, qui peuvent se transformer au froid, à la chaleur. Donc même l'emballage, c'est un métier, ça ne s'invente pas. Voilà, ça ne s'invente pas. Donc quand on parle de formation, c'est très important. Il faut savoir quel produit je mets dans quel type d'emballage. Et ça, c'est encore un autre débat que si on se met à l'ouvrir ici, il sera très long. Par contre, l'étiquetage, ça c'est un problème. Les valeurs nutritionnelles, qu'est-ce que vous mettez dans le produit que vous avez transformé? C'est pas pour rien qu'on demande de citer les ingrédients. Il faut bien que les ingrédients apparaissent et que la personne qui achète le produit sache que ce que je mange est bon, mais au fait, qu'y a-t-il à l'intérieur? Voilà, parce qu'on a aujourd'hui des diabétiques ou des personnes qui ne supportent pas ou qui sont allergiques. Donc tout ça, c'est très important aujourd'hui. Mais je profite de la brèche qui m'est offerte ici pour dire que les industriels camerounais ont, en agroalimentaire, hein, je précise bien, ont mis en place un GIE qui s'appelle le CTA, le Centre Technique Agroalimentaire, j'espère que Son Excellence en a entendu parler, et ils ont fait une campagne de recensement des structures agroalimentaires parce que le problème de la norme, le problème de la labellisation, de la certification, pardon, le problème de l'étiquetage sont au cœur de la réflexion pour qu'il y ait un véritable tissu agroalimentaire qui se développe. Hein, donc là, l'emballage fait partie évidemment de cette préoccupation qu'ils ont mentionnée dans leur secteur d'activité. Lors de ce débat, ça a évoqué un produit cher au Cameroun, cher à vous particulièrement, le café, très prisé en Algérie. Un produit qui est très importé parce que vous n'en produisez pas beaucoup. Alors, parlant de transformation, de machinisme agricole, vous avez l'impression quand même que le café se démarque, le café camerounais se démarque? Oh, le café camerounais, le café camerounais, pour avoir goûté le café éthiopien 100%, je peux dire qu'on a l'un des meilleurs cafés. Ce n'est pas parce qu'il est camerounais. C'est tout simplement parce que l'arôme est différent. C'est à Moscou
que je découvre qu'on prend les cafés éthiopiens, ghanéens, on met 10% de café camerounais pour avoir du goût. Et quand j'ai demandé à l'ambassadeur russe, mais pourquoi vous ne payez pas donc le prix qu'il faut, il me dit, bah, comme les produits du cacao et du café sont déterminés par la bourse à Londres, alors tout le monde respecte un peu ces standards. Mais on a l'un des meilleurs cafés, ça il faut le savoir. On n'a pas de difficultés à le vendre. Il se vend très bien. Évidemment, on n'est jamais content des prix, ça c'est normal, ça c'est le côté des producteurs, on veut toujours en avoir plus. Donc on compte sur les Européens qui l'achètent. Mais on s'est rendu compte que de plus en plus, l'Afrique du Nord, on commande directement. C'est-à-dire avant, ils commandaient en Europe pour livrer leur marché. Maintenant, ils prennent directement au Sud pour livrer leur marché et à des prix beaucoup plus intéressants. Alors, sur ce produit, le café, on va dire les normes, il est de qualité, les normes sont respectées. Le packaging, on voit sur le packaging de qualité, il n'y a pas le café est un produit problème. relativement simple à faire, hein. Il n'est pas très compliqué comme les yaourts, les saucissons et autres. Donc, c'est un produit que nous maîtrisons bien. Nous avons beaucoup de coopératives aujourd'hui qui se sont lancées dans la production, la torréfaction artisanale. Ça se passe très bien. Vous avez UKO, vous avez d'autres coopératives dans le sud-ouest, par exemple, ou le nord-ouest, qui aussi ont développé leur café. Et je peux dire même dans le sud du Cameroun aujourd'hui dont moi-même je suis la promotrice d'un café, voilà, 100% Robusta. Bon, ça a choqué au début, mais apparemment ça marche bien pour les amateurs de bon café. Donc le café est un produit relativement simple à transformer. Par contre, là où ça devient difficile, c'est le cacao parce qu'il a tellement de process et de normes que c'est encore un peu ambigu. Alors, Excellence, le café camerounais, un produit qui se porte bien, de qualité. Votre pays est grand consommateur de café. Est-ce que le Cameroun, au niveau de du commerce extérieur, le Cameroun est l'un des grands fournisseurs de café chez vous? Je ne pense pas. Je ne pense pas malheureusement. Je ne pense pas malheureusement. Je crois qu'il y a des petites quantités, c'est d'une manière ponctuelle. C'est ça. Ça se fait un petit peu d'une manière ponctuelle. Mais je peux vous dire qu'il y a un grand intérêt. Moi, j'en ai reçu beaucoup de producteurs de café qui ont envie véritablement de travailler avec l'Algérie. Et la méthode de torréfaction est très importante. Oui, c'est ça. Elle est très très importante, elle est primordiale. Si vous avez un bon café, s'il est mal torréfié, vous passez à côté. N'est-ce pas? Nous sommes en train de travailler. Moi-même, j'ai transmis cette information en Algérie parce qu'on importe beaucoup de café, nous consommons beaucoup de café, nous consommons beaucoup de thé, principalement les gens du Sud, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu sur les rails. Bon, il y a le café, je vous ai dit la banane, je vous ai dit, il y a le miel. Vous faites de l'excellent miel. Moi, je suis un grand amateur de, bon, je dirais pas le bon miel. Du miel de chez vous. D'ailleurs, à chaque fois quand je rentre en Algérie, je prends plusieurs pots que j'offre quand j'arrive, n'est-ce pas? Il y a le textile également chez vous, et vous allez organiser, je crois, bientôt donc une conférence, enfin une rencontre sur le textile. Il y a une entreprise algérienne d'ailleurs qui va venir. Tout à fait. Pas plus tard que tout à l'heure, j'étais en train de traiter ce dossier. Il y a le poivre, j'en ai parlé déjà. Bon, le flacon, on m'a demandé est-ce qu'on peut importer le flacon pour mettre le poivre de Penja dedans. D'accord? Donc moi je voudrais rebondir sur une chose qui n'a pas été, que je n'ai pas malheureusement développée parce que on a abordé un autre sujet, c'est l'agriculture de montagne, qui est très développée chez nous. C'est de l'arboriculture, n'est-ce pas? L'agriculture de montagne qui est très développée chez nous. Et vous avez un produit qui se vend de plus en plus, c'est l'huile d'olive. Oui. C'est l'huile d'olive qui se vend de plus en plus. Mais bizarrement, on le trouve beaucoup plus à Douala qu'à Yaoundé. Moi, je l'ai trouvé dans certains supermarchés ici, mais quand je suis revenu, tout avait été acheté. Il y en a beaucoup plus à Douala qu'ici à Yaoundé. Et vous savez, nous sommes de très grands connaisseurs d'huile d'olive. Nous sommes le 5e pays producteur et exportateur d'huile d'olive au monde, n'est-ce pas? Et puis la production est en train de monter en cadence.
Mais c'est un produit que nous proposons donc, que nous proposons à l'exportation. D'accord. Vous avez de l'huile de palme qui domine un petit peu la scène camerounaise. Je voudrais parler également de la déforestation. Oui. La déforestation, bon, Madame la Présidente en parlait tout à l'heure, nous avons une grande expérience en la matière de reboisement. Vous savez qu'en Algérie, qui est un pays semi-aride, monsieur vient de dire, il a dit tout à l'heure que l'Algérie, c'est un pays saharien. Justement. Alors, pour l'avancée du désert, nous avons construit un véritable barrage vert. Dans les années 70, c'est les appelés du service national. Chez nous, le service national est militaire. Enfin, on appelle ça le service national parce qu'il y a 6 mois de formation. Et puis après, en fonction de votre formation, vous êtes donc affecté dans votre domaine de formation. C'est ça. Dans votre domaine de formation. Et donc, dans les années 70, nous avons lancé la plantation d'un véritable barrage vert qui va de la frontière marocaine à la frontière tunisienne sur 1200 km. Tout à fait. Et avec une largeur, à certains endroits, de 20 à 30 km. Et nous continuons jusqu'à aujourd'hui à reboiser. Oui. Ce barrage vert, il est visible. D'ailleurs, dans le cadre de l'expérience dans le bassin du lac Tchad, l'Algérie est en train d'apporter ses connaissances et son expertise en matière de reboisement. Donc c'est un domaine où véritablement l'Algérie excelle. Aussi dans le domaine du reboisement, parce qu'un pays qui a moins de 14%, si je fais une erreur, vous me corrigez, Oui. si il a moins de 14%, même certains pays disent moins de 20% de surface reboisée, Oui. c'est un pays qui est véritablement en danger. C'est clair. C'est un pays qui est véritablement en danger. Donc voilà encore un autre domaine où véritablement l'Algérie excelle. Merci à tous les deux. Prenons rendez-vous, mesdames et messieurs, pour une autre édition du débat sur Agri TV. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt.